Depuis 12 ans, TVL fait figure d'exemple face à des médias du système toujours plus soumis aux élites financiarisées. À chaque occasion, TVL a montré son indépendance totale, mais aussi sa capacité à lire le monde et à se projeter. Le récent rapport du Congrès américain montre que durant la crise sanitaire, nous avions raison depuis le début. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous étions censurés. Avec la guerre en Ukraine, nous avons refusé les visions manichéennes. À TVL, nous sommes constants et cohérents. Nous refusons la facilité et le prêt-à-penser pour vous offrir les clés de compréhension d'un monde complexe où les mécanismes de pouvoir cherchent toujours à vous abrutir pour vous asservir. TVL, c'est votre dose de vérité, votre cocktail vitaminé pour renforcer votre libre arbitre. Dès à présent, aidez TVL à votre mesure, chaque geste compte. En donnant à TV Liberté, vous façonnez un journalisme libre, votre consentement éclairé et vous vous offrez la liberté de penser. Alors, je compte sur vous. Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du Plus d'éléments, le magazine des idées à l'endroit, des idées pour la civilisation européenne. Alors nous allons avoir évidemment un programme très chargé comme à chaque numéro, puisque Éléments, dont je vous montre le dernier numéro, est une revue dense, est une revue curieuse, est une revue aventureuse. J'ai autour de moi des gens que vous connaissez. Je vais commencer à mon extrême gauche avec notre ami Rodolphe Carte. Bonjour Rodolphe. Alors, je ne cite pas tous les livres que vous venez de publier. Le dernier en date, Faire Légion, aux éditions, rappelez-moi le titre de la maison. Héthérie, voilà, merci. François Bousquet, je vais dire notre rédacteur en chef, mais le directeur de la rédaction, voilà, puisque notre rédacteur en chef est Xavier Aimant. J'allais dire Xavier Élément. Daoud Borezala, vous êtes déjà venu sur ce plateau, d'ailleurs je vais vous laisser la parole dans quelques minutes, et Patrick Luzinki, notre directeur artistique. Bonjour, voilà, bienvenue à vous tous. Alors, comme je vous le disais, numéro très chargé, nous allons commencer par évoquer un sujet brûlant, puisque, cher Daoud, vous avez mené un entretien avec Henri Laurence. Henri Laurence, est-ce qu'on peut le présenter? Grand spécialiste de la question de l'Orient, de la question d'Orient et particulièrement de la question judéo-palestinienne, et il vous a accordé cet entretien pour faire un peu le point sur cette histoire qui inspire beaucoup de passion. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots de cet entretien? Je crois que ce n'est pas le premier entretien d'ailleurs. Oui, puisque l'an dernier, Henri Laurence avait accordé un entretien à François Bousquet quelques mois après le 7 octobre. Alors, Henri Laurence, qu'on ne présente plus, professeur au Collège de France, qui a des décennies derrière lui, qui vient de publier une somme qui est un peu la synthèse de tout son travail sur la question de Palestine. Bon, je l'ai lu, ça doit faire entre 600 et 700 pages au moins. Et là, c'est toujours difficile de résumer cet entretien qui est assez foisonnant, d'autant sur un sujet aussi brûlant et corrosif. Alors, disons que pour mettre un petit peu de raison dans les débats très passionnés, singulièrement en France, singulièrement après le 7 octobre et tout ce qu'on a connu à Gaza et même dans la région au Liban depuis 1 an et demi, il y a une mise en perspective historique que propose Henri Laurence sur un certain nombre de points. Alors, il ne s'agit pas d'être pour la Palestine ou pour Israël comme d'aucuns soutiendraient le PSG ou l'OM. L'affaire est trop sérieuse pour qu'il y ait un parti pris aussi affirmé, mais il y a un certain nombre de mythes sur lesquels il revient. Par exemple, le fait que la nation palestinienne n'existait pas avant Israël. Alors, c'est beaucoup plus subtil que ça. Évidemment, comme beaucoup des nations arabes et des États, enfin, en l'occurrence, l'absence d'État, mais de nations dont la conscience a émergé petit à petit entre le 19e et le 20e siècle sur les décombres de l'Empire ottoman, et après une phase colonisatrice de mandat britannique. Évidemment,
l'existence d'une nation palestinienne ne va pas de soi, de la même manière qu'une nation israélienne est une nation fabriquée, et pour cause. Il y a tout un tas de mythes sur lesquels on revient, des épisodes moins connus, le fait que, par exemple, que les Juifs, on peut revenir à Jérusalem au 8e siècle après la conquête musulmane, qui est un fait que j'ignorais, par exemple. Aussi, la manière dont Israël s'est doté de l'arme nucléaire, en faisant croire, notamment à ses partenaires français et suédois, qu'il s'agissait d'un nucléaire strictement civil et militaire. D'ailleurs, on fait un parallèle assez croquignolesque avec la stratégie iranienne, à un détail près. C'est-à-dire que les Israéliens ont raison de se méfier de la stratégie de dissimulation iranienne par rapport au nucléaire, puisqu'ils ont utilisé globalement la même, à la nuance près qu'Israël n'avait pas signé le traité de non-prolifération nucléaire. Bon, il y a tout un tas d'épisodes et une histoire très longue sur des siècles qu'analyse longuement Henri Laurence, donc je vous conseille de le lire. Juste une question, Daoud, puisque vous parlez, il n'y a pas de nation palestinienne, c'est ce qu'on entend parfois, ou au contraire, il y a une nation palestinienne qui existe depuis toute éternité, entend-on aussi sur l'autre bord. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, et pourriez-vous nous dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, qu'est-ce qui définirait l'identité palestinienne ? C'est une sacrée question, un vaste sujet. Je pense que ça permettrait peut-être à nos auditeurs on peut donner quelques points de repère historiques et sociologiques. C'est-à-dire que ce qui n'est pas évident au 19e et au 20e siècle, c'est de distinguer une nation palestinienne autonome par rapport à une nation syrienne plus large. Il a même été question d'un projet national syro-palestinien à un moment donné, entre le sud de la Syrie, entre Damas, grosso modo, et l'actuel territoire israélien, bien avant la naissance d'Israël, évidemment. Voilà. Et la conquête française de Damas l'a empêché. Mais alors, il y avait un certain nombre de singularités palestiniennes, c'est-à-dire ce qui peut sembler paradoxal aujourd'hui, vu la situation de détresse des Palestiniens, notamment gazaouis, ça a été une des bourgeoisies les plus lettrées, alphabétisées, émergentes et prospères du monde arabe entre le 19e et le début du 20e siècle, notamment avec un tas de secteurs tournés vers l'exportation, typiquement les oranges de Jaffa. Ça a été aussi, le mot Palestine en arabe existe depuis des siècles. Il y a une identité très diffuse en fait, mais on pourrait poser la question, c'est-à-dire que Henri Laurence le dit très bien, au moment de la modernité arabe, en fait, les premières nations arabes avec une identité nationale bien structurée, ça a été l'Égypte et la Tunisie. Ce qui explique d'ailleurs peut-être le fait que le printemps arabe soit né dans ces deux pays. On pourrait poser la question, qu'est-ce qui structure l'identité jordanienne aujourd'hui ? C'est pas évident, hein. Et qu'est-ce qui structure d'ailleurs l'identité israélienne, qu'il faut peut-être distinguer de l'identité juive, mais c'est un autre sujet. Oui, vaste débat sur lequel Henri Laurence revient aussi. Est-ce que vous avez, François Bousquet, un entretien vraiment magistral, hein. On s'étonne toujours de voir aussi peu Henri Laurence sur les plateaux de télévision. Il est pour ainsi dire totalement invisible, alors que c'est, comme le rappelait Daoud, la personne la plus légitime. C'est un de nos plus grands orientalistes, c'est sûrement le plus grand orientaliste vivant. On a une grande tradition en France d'orientalistes au XXe siècle, entre autres. Hein. Nous citons Massignon. Massignon, mais d'autres. Le dernier, aujourd'hui, en date, c'est Henri Laurence. Hein. On le voit, pour ainsi dire, jamais sur la radio-télévision. En lisant l'entretien qu'il nous a donné, on comprend pourquoi, parce qu'il met vraiment les pieds dans le plat, il retourne les crêpes. Hein. Un point sur la question que vous souleviez, Olivier, c'est l'identité palestinienne, c'est ce que nous dit Henri Laurence dans l'entretien, c'est que le principe des nationalités qui travaillent en profondeur l'Europe au XIXe siècle va travailler en profondeur le monde arabe hein, dans la première moitié du XXe siècle, fin XIXe, première moitié du XXe siècle, hein, et que c'est là-dessus, sur la ruine de l'Empire ottoman, l'homme malade de l'Europe, hein, que vont se créer les nationalités au Moyen-Orient. C'est un point assez important. L'autre chose que soulève, mais pas cette fois-ci, mais que soulève régulièrement Henri Laurence, hein, c'est qu'il y a eu deux sionismes qui se sont opposés. Malheureusement, c'est le sionisme d'Europe centrale, hein, de Russie, du Yiddishland, pour ainsi dire, hein, qui s'est imposé contre le sionisme français, qui avait une autre conception de l'implantation juive, des colonies juives à travers les alliances françaises. L'histoire du sionisme est très complexe. Oui, mais néanmoins, c'est les premiers vraiment, les premières vraiment colonies qui arrivent, c'est à l'initiative des Français, de la famille Rothschild. Hein. C'est une toute autre conception du sionisme, beaucoup moins militarisée, beaucoup moins nationaliste. Hein. Tout ça, Henri Laurence le dit. Mais François, l'ironie, la ruse de l'histoire aujourd'hui, c'est que le contingent de néo-israéliens d'origine française n'adopte pas cette conception des choses. Elle est ultra militarisée et chauffée à blanc par ce qu'on le nationalisme. Peut-être aussi.
Oui, voilà. Oui, séfarade. Oui, principalement séfarade. Oui, principalement séfarade. Notons quand même, Jean-François, que vous avez regretté à juste titre l'absence d'Henri Laurence sur les plateaux de télévisés, à l'exception de la radio de France Culture avec Alain Finkielkraut, qui récemment a invité Henri Laurence. D'ailleurs, j'aimerais signaler quand même qu'Alain Finkielkraut, sur ces questions-là, malgré évidemment les positions qu'il a, s'est invité Henri Laurence, qui n'a pas exactement les mêmes positions qu'Alain Finkielkraut, mais je tenais quand même à saluer l'honnêteté d'Alain Finkielkraut. Pour moi, c'est la preuve une fois plus que Finkielkraut, sur cette question-là, mais sur toutes les autres, en réalité, arrive à une position de surplomb. J'ignorais. Ce qui est étrange, c'est que les médias de gauche ne l'invitent pas non plus. On ne le voit pas beaucoup plus. Peut-être qu'il est trop raffiné, que les médias de gauche veulent avoir la Palestine vaincra. Ils veulent avoir qu'un slogan. Comme le disait Daoud, de part et d'autre, il y a nos points de vue sur la question israélo-arabe ou israélo-palestinienne, ou judo-palestinienne, sont des points de vue militants. Chez Henri Laurence, non. Pour autant, ça l'empêche pas vraiment de dire des vérités très, très dérangeantes. Et d'ailleurs, il y a un diagnostic assez désespérant. Malheureusement, je suis d'accord avec lui, mais le fait que le déchaînement de bombes aujourd'hui ne va pas aboutir à un Moyen-Orient pacifié, mais qu'on construit ce qu'il appelle des enfants grecs à la suite du poème de Victor Hugo. C'est-à-dire qu'on construit des orphelins et dont le seul vœu sera d'avoir de la poudre et des balles pour pouvoir se venger. Donc, on nourrit la pathologie de la vengeance. La vengeance nourrit le ressentiment. Mais de part et d'autre. Shoah contre Nakba, catastrophe en arabe, c'est deux mémoires qui s'affrontent, c'est deux rivalités de mémoire. À propos, vous citez Shoah contre Nakba. Nous avons publié un texte de Lucie Marin, d'une certaine Lucie Marin, je crois que c'est le premier article qu'elle écrit, qui est le signe dans l'élément, qui est un dialogue. Alors je peux citer le titre, La fin de l'exceptionnalité historique de la Shoah. Oui. En effet, on voit de plus en plus, notamment au sein de ce qu'on appelle les mouvements décoloniaux ou post-coloniaux, pour eux, la question de la Shoah, qui a été très centrale pour en Occident en tout cas, disparaît. Au fond, aujourd'hui, la Shoah n'est plus un point de référence, n'est plus l'exemple même du martyre d'un peuple, puisque pour eux, il y a d'autres références qui sont tous les massacres coloniaux et ce passé-là, qui ne passe pas pour eux. C'est un changement du paradigme mémoriel qui passe un peu sous les écrans radars médiatiques, mais pas universitaires. Lucie Marin est professeure des universités et elle nous rappelle ce qui s'est passé en France ces dernières semaines, ce qui s'est passé aux États-Unis depuis un an, c'est-à-dire des blocages de facultés, d'universités, de campus, Columbia, Harvard aux États-Unis, en France Strasbourg, Tolbiac, jusqu'à la Sorbonne. Et elle prend le prétexte d'un blocage d'université dans un institut de sciences politiques et d'université pour repenser cet interdit mémoriel qui a structuré la mentalité européenne et mondiale, à l'époque où l'Europe et l'Occident se confondaient avec le monde. Et ça, c'est en train de changer. Et ça, les journalistes ne le voient pas. Le nouvel interdit dans les facultés, alors dominé par le gauchisme culturel, la pensée décoloniale, ce sont des décoloniaux. C'est que Israël peut hanter le surmoi ou la mémoire des Européens, mais que des Européens. C'est une vision qui est eurocentrée du crime contre l'humanité. Il y a d'autres crimes contre l'humanité, donc on est au cœur de la rivalité des mémoires. Le bouquin de François Zouvi est remarquable sur le sujet, qui est un des éditeurs de Finkielkraut d'ailleurs. C'est du héros à la victime, mais lui il ne prend que la question de la Shoah, la question européenne, française, où il montre qu'au sortir des camps en 44-45, il n'y a pas de victimes de la Shoah, il n'y en a pas. Donc c'est une construction historiographique, idéologique, symbolique. En 44, les gens qui sortent des camps sont indifféremment des héros, qu'ils soient juifs, communistes, peu importe. Principalement à l'époque, dans les années 50, les premières commémorations, les communistes défilaient en pyjama rayé avec le triangle rouge. Il n'y avait pas de juifs qui étaient dans les commémorations. Voilà. Pour autant, on en parle déjà. Parce qu'Azouvi avait déjà fait un bouquin remarquable sur le mythe du silence pour montrer qu'en 44, en France, en tout cas les catholiques et les protestants, alertent tout de suite sur le phénomène génocidaire. Tout de suite, c'est vu. Il n'y a pas eu de mythe du silence qui s'est créé petit à petit. Azouvi fait pas mal de généalogies remarquables sur le sujet. Mais c'est ça qui est en train de disparaître peu à peu. C'est la fin, d'où le titre du papier. C'est la fin. Après, c'est la fin de l'exceptionnalité de la Shoah dans la mémoire décoloniale, dans la mémoire extra-européenne. Paradoxalement, en même temps, c'est cette fin de cette exceptionnalité, mais la référence reste un peu fantomatique. C'est la Shoah fantôme, dans le sens où dans les manifestations pro-palestiniennes, il y a évidemment
une nazification, une hitlérisation de Netanyahou. Je ne suis pas particulièrement favorable à Netanyahou, mais de fait, il y a une nazification. Il y a Olivier, on parle de Shoah de Gaza. Il y a une double accusation sur laquelle revient Lucie Marin, qui est aussi professeur de droit. Il y a une double accusation de crimes contre l'humanité et de génocide. En effet, donc c'est un retournement victimaire, du stigmate victimaire des Juifs vers les Palestiniens. Mais plus largement, c'est ce que montre le papier, c'est que la mondialisation procède ainsi, c'est qu'elle est en train de cornériser, de renvoyer l'Europe à ce qu'elle est, c'est-à-dire une petite péninsule du continent asiatique, et que d'autres mémoires se substituent à la nôtre, d'autres interdits se substituent aux nôtres. Là encore, je le redis, c'est vraiment à bas bruit, parce qu'on entend les blocages, l'indignation des journalistes, c'est à bas bruit, mais ce sont les nouvelles générations. Donc c'est eux qui ont la dynamique de l'histoire avec elles, ces générations-là, et il est probable que demain, les nouveaux interdits gravitent autour de la question décoloniale. Ce que je regrette, mais c'est un constat que nous faisons dans cet article. Rodolphe. D'ailleurs, on le voit, comme l'a mentionné Daoud, au niveau du débat autour de la notion de génocide. On voit que vraiment chacun des camps essaye de le reprendre à soi, et notamment le camp pro-palestinien. Et dans un livre que j'ai aussi sorti récemment, La menace néoconservatrice, j'ai essayé d'analyser la construction des deux narratifs. Alors le narratif sur la guerre en Ukraine et aussi le narratif sur la guerre palestinienne. Et on voit justement avec l'émergence des BRICS et du Sud global, comme l'a très bien dit François, qui a, un refus, en tout cas un refus de se faire imposer des règles morales. Et on voit même une personne comme Dominique de Villepin prendre une certaine renommée, ou en tout cas au sein de la gauche et même de certaines gauches radicales. On sent bien évidemment éluder ses liens possibles avec le Qatar ou même les méfaits qu'il a pu faire, notamment vis-à-vis des autoroutes. Mais par contre, on voit que y a cette voix autorisée qu'est Dominique de Villepin, mine de rien, arrive à avancer, à être un peu le brise-glace derrière sur lequel vont se déployer tout un lot de narratifs d'extrême gauche. Donc c'est assez drôle aussi de voir cette dialectique entre d'un côté Dominique de Villepin, qui a les invitations sur les plateaux et qui arrive tout récemment. Il s'opposait par exemple à Elisabeth Borne. Et le problème, c'est qu'il est très bon, Dominique de Villepin, mine de rien. Donc on voit qu'il y a aussi là peut-être une reconfiguration du paysage politique français assez intéressant, avec des personnes qui vont peut-être s'emparer aussi de ce sujet, qui sont moins dans un narratif imposé qu'on peut retrouver sur certaines émissions de radio, émissions de télé par exemple. Alors nous allons parler aussi d'un dernier numéro, puisque je passe de la question palestinienne à l'islam. Dieu sait si maintenant on a parlé d'islamisation de la cause palestinienne. On va parler d'islam, François, avec un numéro important, je crois, de la revue Crisis, oui, de la revue fondée par Alain de Benoît en 1988 déjà. Donc c'est une revue maintenant qui a presque plus de 30 ans. L'islam, alors en général, moi ce qui m'étonne quand on parle de l'islam, c'est qu'on passe soit quelqu'un qui critique l'islam même partiellement est considéré comme un islamophobe, soit quelqu'un qui reconnaît la grandeur d'une certaine partie de la civilisation islamique est considéré comme un islamophile forcené. Alors, on essaye de trouver le point le point d'équilibre, comme d'habitude avec Crisis, qui est une revue de débat. Est-ce que vous pourriez nous présenter le travail C'est le travail de Thomas Hentier, qui est le rédacteur en chef, rédacteur évidemment collaborateur d'Éléments, mais aussi rédacteur en chef de Crisis. Il a réuni des gens vraiment très intéressants, comme Philippe Conrad, Annie Laurent, Yves Le Pesqueur, sur lequel je vais m'arrêter, Pierre Manant, qui avait fait un livre qui avait suscité la controverse, sinon même la polémique il y a quelques années, ou comment intégrer la population musulmane à partir de quel contrat on peut lui proposer. Alain de Peretti, donc Peretti, Conrad, d'un point de vue critique, des islamologues aussi sur ce sujet-là. Et on a voulu, vous évoquiez la grandeur et la décadence, également on a repris un texte de Gustave Le Bon, c'est un classique de Crisis, il y a toujours un grand classique, un document, et c'est un texte tiré sur la grandeur et décadence des Arabes, en l'occurrence donc des musulmans, de Gustave Le Bon. Je voudrais m'arrêter un instant sur le premier entretien qui ouvre ce Crisis, qui pour moi est exceptionnel. Vous l'aviez interviewé, je crois, vous, Éléments, Olivier ou Daoud, dans Éléments. Je l'avais interviewé au moment de la sortie de son livre de réflexion sur l'identité orientale, qui s'appelle « Pourquoi les Libanaises sont-elles séduisantes ?» C'est un très très bon connaisseur de l'intérieur et puis par ses lectures, bien sûr, du monde arabe, du monde arabo-musulman. Et il vient de sortir un livre assez exceptionnel qui s'appelle « L'islam et l'ordre du monde » aux éditions Arcade Ambo, que je recommande à tous les téléspectateurs. Et sa thèse de l'entretien qu'il développe, c'est une thèse paradoxale. C'est qu'à la fois le christianisme se décompose, donc les cadavres, on est confronté à deux grands cadavres qu'on ne veut pas voir. On pense qu'il y a un cadavre qui est déjà enterré, c'est le christianisme.
christianisme. Hein. Selon lui, il ne l'est pas. C'est un effet paradoxal. Hein. Le christianisme décomposé se survit contre le christianisme, religion de la sortie du christianisme, hein, mais en ayant adopté le fond de sauce idéologique du christianisme, à savoir la question de l'universalisme, la question de la justice sociale. L'Europe aujourd'hui est dominée par une pensée chrétienne laïcisée. Pour autant, elle répudie le christianisme. Et en face, on se trompe, l'islam s'est momifié, selon lui, que les musulmans se revendiquent de plus en plus du corpus coranique, du corpus religieux coranique. Hein. Pour autant, ils oublient toute la dimension spirituelle qui a traversé l'islam pendant 1000 ans. L'islam, aujourd'hui, ça n'est plus qu'une charia, qu'un code juridico-religieux. Donc l'entretien est vraiment passionnant parce que il met en vis-à-vis deux phénomènes. Hein. Une religion, la sortie de la religion en Europe, on n'en est pas sorti. Et en terre d'islam, hein, une religion, l'islam en l'occurrence, hein, qui est suraffirmée, etc., de façon identitaire, pour autant, souvent, au prix de l'évacuation de toute la dimension religieuse hein, qui a pu nourrir cette religion pendant 500 000 ans. Et Yves Le Pesquer va même jusqu'à dire que l'islamisme est le modernisme de l'islam, en quelque sorte. Hein. Il se fige parce qu'il se sent attaqué par l'Occident et il va se réinventer, mais de manière, au fond, pathologique. Voilà, c'est à la fois un islam qui est médiéval, archaïsant, c'est le salafisme, le wahhabisme, hein, et en même temps hyper moderne. Hein. C'était d'ailleurs un des thèmes de ton précédent livre, que j'avais en effet interviewé, et qui est d'ailleurs, au-delà de la question islam, peut être aussi une réflexion à nous aider à avoir une conception saine de l'identité. L'identité ne doit pas se momifier, elle doit être dynamique, vivante, évidemment. Hein. La tradition est critique, comme disait Maurras. Écoutez, on va passer peut-être à des choses plus légères, François. Et il se trouve que je tenais beaucoup à évoquer Anatole France, parce que c'est le sujet de ma dernière chronique. Alors ça m'amusait aussi, puisque j'ai aussi dirigé un dossier sur le surréalisme, d'évoquer Anatole France, puisqu'on sait très bien que un des événements qui a lancé le surréalisme, c'est le pamphlet Un cadavre que André Breton et ses camarades avaient publié contre Anatole France, qui à l'époque était en effet une des figures les plus officielles de la République, à la fois adulée par Maurras et par la SFIO, par Léon Blum et je crois par Léon Daudet, mais Léon Daudet et Proust évidemment, et Cocteau, et je trouvais que c'était bien. Il se trouve que pendant le confinement, j'avais lu beaucoup Anatole France, relu Les Dieux ont soif, relu la série des Monsieur Bergeret, qui nous offre une sorte de comédie humaine de la France de l'affaire Dreyfus, avec cet esprit à la fois très français, très voltairien. Anatole France, par sa langue, est un fils de Voltaire, et en même temps aussi un fils, je trouve, du meilleur de l'esprit antique, par son scepticisme. Et j'ai trouvé que j'ai intitulé, en clin d'œil à Nietzsche, ma chronique Anatole France éducateur. Je trouve qu'il faut relire Anatole France parce que c'est un antidote parfait contre tous les culs de plomb de l'idéologie. D'autant qu'il y a une énorme biographie qui vient de paraître. Alors il y a une grande biographie qui vient de paraître. Il y a Anatole France, un certain nombre de rééditions chez des petits éditeurs de cette œuvre importante qui mérite encore une fois d'être relue. Je ne sais pas si vous êtes des lecteurs d'Anatole France. Au moins Dieu moi j'avais l'impression qu'il avait disparu. Mais il avait disparu. Et je pense que d'ailleurs c'est l'exemple type d'un écrivain à laquelle les scénaristes ont ringardisé. Donc il a été considéré comme un écrivain ringard, et pendant presque plus d'un demi-siècle, Anatole France n'était pas lu. Alors, vous savez, je cite dans ma chronique cette anecdote assez amusante. Quand Milan Kundera arrive à Paris, au début des années 70, il dîne avec Cioran, avec Émile Cioran, et il confie à Cioran, au philosophe d'origine roumaine, son admiration pour Anatole France. Et Cioran part d'un grand rire. Milan, ne dites surtout pas ça quand vous êtes devant un intellectuel français, on vous rira au nez, on vous moquera, vous serez définitivement considéré comme un ringard toujours. Hein. C'était très mal porté encore jusqu'à récemment d'avouer son admiration pour Anatole France, comme il est mal porté, et ce sera peut-être, j'aimerais en faire la publicité, puisque Gallimard, grâce à l'excellente idée de Max Bergès, qui avait d'ailleurs travaillé à la réédition des Dupes, un recueil de nouvelles aux dilettantes de Jean Dutour, hein, connu peut-être de nos auditeurs. Alors c'est vrai que Jean Dutour est considéré aussi comme un ringard, puisqu'il a participé aux grosses têtes, il a été un chroniqueur un peu populiste chez François, mais je pense qu'il faut revenir à cette œuvre qui s'inscrit à la fois d'ailleurs dans la tradition d'Anatole France, c'est la ligne claire, Jean Dutour, et celle de Marcel Aimé, c'est-à-dire de cette littérature française sceptique qui nous permet d'échapper encore une fois
à la lourde idéologie. Alors pour revenir au déjeuner du lundi, que d'aucuns d'ailleurs ont considéré bizarrement comme un livre annonçant le nouveau roman, puisque le déjeuner des lundis est un livre assez inclassable, un dialogue. Je vous invite à le découvrir. Je montre encore une fois le déjeuner des lundis, donc très bonne réédition, hein, ça vient de paraître, de Max Bergès, avec tout un tas de documents en annexe, notamment une lettre admirative de Thomas Mann, puisque deux grands écrivains ont marqué leur admiration pour Anatole France, Thomas Mann et Faulkner, alors lors de la parution des Taxis de la Marne. On ne peut rien dire là, après ça. Non, on ne peut plus rien dire, mais je pense que c'est important de défendre Jean Dutour, qui a été longtemps ensablé. Je me souviens qu'à Gibert ou à la FNAC, il y a quelques années, quand on allait à D, il y avait évidemment tout un rayon Marguerite Duras, et on passait tout de suite de Marguerite Duras à Lionel Duroy, et puis après on cherchait, il n'y avait pas du Tour, et voilà, c'était assez triste. Dites Olivier, il y a également, alors autant Anatole France est un auteur pour la rédaction d'Éléments, que la rédaction n'a pas assez lu, pour quantité de raisons, vous l'avez dit, par le ton persifleur, le fond de scepticisme enjoué, qui est un filon français, grec, européen, mais autant on ne s'attend pas à ce que la rédaction d'Éléments, en dehors de Michel Marmin, se livre à un éloge du phénomène surréaliste. Éloge mitigé d'ailleurs, et sceptique parfois. Très de nom, il y a un seul, alors vous allez en parler, puisque vous avez interviewé pas mal d'auteurs, il y a un seul auteur qui fait des réserves que je pourrais reprendre à mon compte. Réserve même très dure, il est très sévère, de Philippe Barthelet, chroniqueur à Valeurs Actuelles, mais aussi magnifique écrivain d'un roman de la langue, française, chez Pierre-Guillaume Deroux. Pourquoi cet éloge du surréalisme, qui s'explique à certains égards dans la revue d'Éléments, parce qu'il y a un fond traditionnaliste, il y a un fond de tradition dans la pensée. Parce que nous avons interrogé plusieurs écrivains de nos amis, Olivier Maillard, Luc-Olivier Dalgange, Rémi Soulier, Romaric Sangarche et Philippe Barthelet. C'est vrai qu'en dehors de Philippe Barthelet, la plupart sont tous vraiment élogieux du surréalisme, que ce soit pour le goût de la dérive chez Olivier Maillard, que ce soit pour le traditionnisme qui peut exister notamment dans l'œuvre d'André Breton, dont on sait qu'il était lecteur de Guénon, ou chez moi, parce que je pense qu'à l'heure où nos imaginaires sont de plus en plus homogénéisés et attaqués par le règne de la technoscience, par l'espèce d'invasion des images notamment numériques et des réseaux sociaux, il m'a plu en effet de faire l'éloge. Alors c'était aussi parce que nous fêtons le 100e anniversaire du manifeste du surréalisme, et de revenir quand même, malgré évidemment les désaccords ou les méfiances qu'on peut avoir sur les œuvres surréalistes. Je pense que certaines œuvres surréalistes n'ont malheureusement pas atteint son but, mais de rappeler quand même la belle figure d'André Breton, qui par son obstination, sa ténacité et sa grande pureté d'esprit a été quand même un grand personnage de la littérature française. Il y a un fils de gendarme qui a quand même fliqué. Un fils de gendarme, mais ça c'est un peu méchant. Qui a cassé la gueule à Jean Cocteau. Avec une bande de surréalistes, ils ont été cassés la gueule de malheureux Jean Cocteau, dont on disait à l'époque un cocktail des Cocteaux. Et ils ont quand même lui casser la gueule. Ils ont cassé la gueule. Moi, je trouve qu'une certaine radicalité en littérature n'est pas quelque chose. Pas à Jean Cocteau, mais ils ont cassé la gueule aussi à Ariel Ehrenburg. Et je trouve qu'après-guerre, André Breton, mais on pourrait consacrer des colloques à André Breton, il y en a eu plusieurs, mais qu'après-guerre, André Breton, alors qu'une certaine partie de l'intelligentsia française sombrait dans le stalinisme, a su être... D'ailleurs, en rendant hommage à Bernanos, il y a eu quelques rapports, des saluts amicaux d'André Breton à Bernanos, ne pas céder au stalinisme. Donc voilà, évidemment, André Breton, je n'en fais pas ni un pape ni un saint, mais c'était important d'en parler. Donc il y a ce dossier que vous pouvez retrouver dans le dernier numéro d'Éléments. Il est l'heure de nous quitter, chers amis. Je vous retrouve dans 2 mois. D'ici là, nous aurons le plaisir de retrouver Patrick Luzinski pour l'émission Cette année-là. Merci et à très vite, à très bientôt pour un prochain numéro du Plus d'Éléments. Au revoir.